Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec un champion du monde français, Pierre-Louis Massoutier, qui est champion de donc White Collar Boxing. Alors, qu'est-ce que le White Collar Boxing? Alors, le White Collar Boxing, tu connais un peu d'histoire ou pas? Allez, oui. Allez, Alors là, une petite voilà. tranche d'histoire. Ça prend sa source à New York dans les années 90. C'est les gens issus de la finance, à la base, qui se retrouvaient entre eux pour boxer et qui faisaient des combats, si tu veux, des vrais combats. Ça s'est régulé au début des années 2000 avec une fédération internationale et ça se développe aujourd'hui principalement dans les villes anglo-saxonnes, dans les capitales anglo-saxonnes, Londres, New York, Singapour, Hong Kong. Et voilà, c'est un nouveau vecteur, si tu veux, de boxe et de boxeurs qui va venir se mettre à côté du canal amateur pour rejoindre le canal professionnel parfois. Et donc là, on est au Temple Noblar. Ouais. Molière, attention, pas un mot comme la dernière fois. Et monsieur a découvert finalement la boxe au Temple Noblar, qui n'est pas a priori réputé pour la compétition. Exactement, ouais. Non, le Temple Noblar, à la base, c'est un club de boxe loisir. Et si tu veux, moi, j'ai découvert vraiment la boxe profondément ici. Et j'ai par la suite souhaité en découvrir davantage. Et c'est pour ça qu'en approfondissant, j'ai découvert le White Collar et j'ai voulu me lancer dans la foulée. Et finalement, là, ça fait combien de temps en tout que tu as commencé? Le White Collar? Ouais, enfin la boxe. Alors, j'ai fait la boxe quand j'étais plus jeune, mais très sérieusement, de manière assidue, 2016. Donc ça fait 3 ans pour devenir champion du monde, quand même. C'est ça. C'est pas mal. C'est bien. Et ce que tu me disais avant, c'est que tu as quand même perdu 15 kilos aussi pour te Ouais. mettre. Parce que voilà, ce que les gens doivent comprendre aussi, c'est que c'est pas une ceinture, on va dire, parce qu'il y a d'innombrables champions Ouais. du monde, mais là c'est vraiment une organisation à part entière. Exactement. Tu combats dans des salles qui sont pleines, Ouais. de plus de 1000 personnes. Enfin, Ouais. c'est tout comme les pros finalement. Tout comme les pros, mais on n'est pas des pros. Voilà. Ouais, ta Sans question. casque, sans Alors, casque ouais, aussi. alors si tu veux, donc, les spécificités du White Collar, tu boxes donc, il y a une division casquée de base en 3 fois 2 minutes. Et tu as une division, on va dire, supérieure dans laquelle je boxe, qui s'appelle le Championship, où tu vas boxer en 5 fois 2 minutes, torse nu, sans casque. Donc dans des conditions professionnelles. Voilà. Est-ce que tout le monde peut faire finalement du White Collar? Dans le sens, quelqu'un qui a déjà fait de la boxe amateur ou même pro, est-ce qu'il peut se mettre à faire ça? Alors, oui, quelqu'un qui a fait de la boxe amateur peut repiquer sur White Collar. Quelqu'un qui a jamais fait de boxe du tout peut aussi. Enfin, c'est ça la magie du White Collar, c'est que si tu travailles dur, que tu prends du temps et que tu as quand même une petite base, tu peux faire des combats de White Collar sans problème. Ouais. Mais voilà, là où il y a un vrai travail sur la préparation, il faut dégager du temps, il faut dégager de l'argent, il faut de la volonté, et c'est là que c'est dur. Voilà, c'est là que c'est dur. Quand tu pousses le truc à fond, comme moi je l'ai poussé récemment, où j'ai perdu 15 kilos pour descendre de catégorie, parce qu'il faut savoir que les catégories en White Collar sont les catégories professionnelles. Et pourquoi tu as voulu descendre alors? Parce que 15 kilos, on se dit quand c'est pas ton métier, concilier tout ça ensemble, c'est quand même un peu un gros challenge. Ouais, c'est très dur et très fatigant, mais il a fallu, si tu veux, comme je suis de taille moyenne, pour pas dire petit, je fais 1m77 et je faisais 87 kilos. De muscles. Plutôt de muscles, ouais, on va dire. Et si tu veux, il a fallu, pour être dans des standards qui correspondent un peu plus à ma taille, descendre en poids. Donc je suis descendu à 72-73. Je ne pouvais pas descendre plus bas. Donc ça m'a paru un bon compromis, si tu veux, entre la taille et la puissance, où je pouvais m'exprimer un peu plus pleinement que chez les lourds. Ouais. Et comment s'est passé ça pour te dire, enfin je veux dire, moi si je m'entraîne, j'ai un bon niveau, on vient me voir, on dit ce serait peut-être intéressant de faire ça, mais il va falloir que tu perdes 15 kilos, tu vas dire écoutez, calmez-vous. Donc comment s'est passé tout ce processus finalement? Mais si tu veux, c'est un processus dans lequel tu te lances complètement. C'est-à-dire que tu peux pas. Tu te lèves le matin, tu penses boxe, tu aménages ton emploi du temps pour la boxe, tu sors pas ou peu, tu bois pas d'alcool, tu fais attention à tout ce que tu manges, tu pèses ce que tu manges presque. Et c'est un long processus. Et si tu veux,
tu dois le réaliser pleinement si tu veux arriver dans des conditions optimales le jour de ton combat. Tu peux pas venir 3 fois t'entraîner à la salle et te pointer le jour du combat. Tu vas prendre une déculottée, quoi. Parce que les types en face sont préparés quand même à minima, quoi. Et donc là, toi, tu as bien vu, alors dans ce cas-là, parce que tu faisais les galas du Temple, là maintenant, tu es dans des salles de 1000 personnes, dans des conditions quasi pro, donc tu vois la différence de culture finalement en boxe entre la France et l'Angleterre. Ouais, il y a une différence de culture. C'est vraiment un pays de boxe, l'Angleterre. Les Anglais connaissent la boxe et il y a une vraie ferveur dans les salles là-bas. Que tu as aussi en France, dans les galas bien sûr, mais c'est différent. Il y a une énergie différente en Angleterre. Et c'est vrai que les galas du Temple, donc j'avais fait 5 combats en assaut avant de me lancer. C'est ce qui m'a servi de tremplin, si tu veux. Donc dans les galas du Temple, tu as quand même un peu de monde qui vient. Donc ça te prépare déjà bien, il y a 200-300 personnes quand même. Mais c'est vrai que quand tu es dans une salle de 1000 personnes, il y a des projecteurs, des caméras, des jeux de lumière, des gens qui crient, des pom-pom girls. C'est bête, mais on n'en voit pas toujours dans les événements en France, tu vois. Et ben c'est vrai qu'il faut faire la part des choses et puis il faut gérer sa peur. Et comment tu as fait pour justement gérer tout ça, sachant que tu es passé des galas du Temple à la salle de 1000 personnes sans intermédiaire? C'est un vrai travail d'éducation que tu dois faire sur ça. Donc moi je me suis beaucoup rapproché de mon coach au Temple qui est Crimo Chiali, avec qui on a beaucoup travaillé, et j'ai aussi pris plein de conseils auprès des différents coachs du Temple qui ont tous une spécificité, tu vois, et avec des boxeurs amateurs ou des boxeurs professionnels. Et si tu veux, en prenant un peu chez tout le monde, tu arrives à créer quelque chose et à te dire voilà, j'ai un plan de route pour y aller et si je tiens, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. Et toi, là, comment tu fais maintenant pour gérer en fait les deux? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de... Finalement, toi, tu es au début de quelqu'un qui se dit j'ai envie d'être professionnel, alors que toi, c'est finalement l'aboutissement de quelque chose. Oui, exactement. Ouais. Moi, j'ai aucune envie de devenir professionnel et puis j'ai loin d'avoir le niveau. Moi, si tu veux, ce qui serait bien derrière, c'est de pouvoir faire quelques combats amateurs en France. Ça serait vraiment pour moi une finalité. Et ça permet vraiment de pouvoir accéder à ça, chose que j'aurais peut-être pas pu faire sur un format classique. Voilà. Mais et donc là, comment tu fais la vie au jour le jour? Parce que j'imagine, là c'est ton deuxième combat depuis ta ceinture, et j'imagine que tu as des défenses obligatoires pour pas laisser le titre vacant. Exactement. Donc c'est quasi pro là. Ouais, exactement. Mais tu es obligé donc de continuer à contrôler ton poids. Je sais plus qui c'est qui disait celui qui gère son poids gère sa carrière. C'est vrai, en fait, tu dois gérer ton poids. Donc je fais extrêmement attention à ce que je mange. Je m'entraîne énormément. Et si tu veux, à la manière d'un boxeur professionnel, tu as une phase, si tu veux, où tu es tranquille, où tu fais un peu de... Voilà, pendant 1 mois, 2 mois, tu cours, tu boxes tranquille. Et puis, plus les chances se rapprochent, plus tu entres dans une mécanique, un training camp à la Rocky, tu vois, où tu vas arriver, tu vas faire un gros travail foncier en amont, puis petit à petit, tu vas avancer vers un travail. Là, par exemple, on a une semaine du combat, avec mon coach, on est sur un travail d'explosivité pure et de vitesse pour vraiment arriver dans les meilleures conditions, quoi. Donc, il faut respecter un plan de route, il faut une discipline personnelle assez forte, quoi, si tu veux, parce que si tu n'as pas cette discipline, c'est compliqué. Alors tu peux toujours monter, tu peux toujours faire des... Mais bon, tu prends des risques parce que tu n'es pas casqué, on n'est pas des professionnels, on prend des coups, quand tu ne prends pas des coups depuis que tu es jeune sur la tête, c'est compliqué, donc faut faire attention. Et donc là, niveau sécurité, toi, comment est-ce que tu vis le truc? Parce que c'est les conditions finalement d'un boxeur professionnel, tu as la ceinture, tu as le training camp, mais tu as tout ce qui est à côté. Donc ça, pour avoir conscience tu te dis, je me fixe une limite au niveau de l'âge, au niveau du rythme aussi, comment tu fais? Ouais, alors au niveau du rythme maintenant, sur les entraînements, je m'entraîne vraiment énormément et je compte pas à ce niveau-là. Mais quand je disais rythme, c'était plus rythme des défenses de ceinture. Ah ouais, pas taper toutes les semaines. Non, pas toutes les semaines, non, c'est délicat. On va dire. Tu vois, si tu fais 2-3 combats dans l'année, c'est déjà très bien. D'accord, ok. En termes de sécurité pour la tête, c'est déjà très bien parce qu'il y a aussi les sparring que tu fais à l'entraînement qui sont des sparring durs. Tu vois, récemment, là, pour me préparer, j'ai eu l'occasion de mettre
les gants avec des boxeurs amateurs qui avaient 10-20 combats amateurs. Ok. Moi, j'ai appris énormément de choses avec eux. C'est super formateur. Mais voilà, les coups, ils sont réels. Et donc, ouais, il faut gérer tout ça. Puis moi, j'ai 33 ans aujourd'hui. Alors, je ne suis pas vieux, mais je ne suis pas non plus un petit jeune. Donc, ouais, il faut composer tout ça. Puis, il faut énormément être à l'écoute de son corps. Tu vois, là, ce matin, j'ai mal au cervical à cause d'hier. Donc, je vais m'adapter en fonction de tout ça. Mais ouais, tu dois être à l'écoute de ton corps. Ouais. Est-ce que tous ceux qui sont en compétition avec toi ont cette même rigueur? Parce que c'est vrai, quand on regarde White Collar boxing sur Internet, tu as plus l'impression que c'est pas une sorte de fight club, mais tu vois que c'est vraiment des gars qui travaillent et puis le week-end, ils se disent on va se faire ça. Alors que toi, c'est vraiment hyper rigoureux. Est-ce que tout le monde est comme ça, cette approche-là? Alors, tout le monde n'est pas comme ça, mais il faut savoir que la plupart des combats que tu vois sur Internet, c'est la division White Collar classique, on va dire, en 3x2 casqué. Ok. Moi, j'ai une division qui est au-dessus, donc c'est le Championship, où tu n'es pas casqué. Et donc là où tu te rapproches un peu plus des conditions je dirais amateurs en termes de préparation, donc tu as quasiment toujours des types qui sont affûtés, voilà, affûtés, entraînés, en forme, et un peu plus techniques que dans les White Collar traditionnels, si tu veux, qui sont plus des fêtes où les gens viennent mettre les gants le week-end, quoi. Donc c'est vraiment ce millefeuille, si tu veux, White Collar classique et Championship, où là on va être sur des gens qui se préparent un peu plus. Après, est-ce qu'ils se préparent tous très bien? Je sais pas. Mais moi, je peux te dire une chose, c'est qu'il est hors de question que je me fasse casser la tête, donc je me prépare vraiment dur, tu vois. Et c'est dingue, c'est de se dire qu'en 3 ans, tu as réussi à atteindre ce niveau-là. Et par rapport à tes adversaires, j'imagine que tu dois compenser ce manque, entre guillemets, de technique aussi et tout ce qui est fondamental. Le manque d'expérience, le manque de technique. Alors après, on a la chance d'avoir au temple des… Top coach. Voilà, c'est le moment corporate. Tu as des coachs vraiment d'une grande qualité ici, donc on progresse très 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 vite. Le fait d'être peu nombreux aussi, tu sais, ça aide beaucoup à appréhender les choses. Après, sur le déficit d'expérience, oui, les types sont plus expérimentés, les types sont plus durs, il faut dire la vérité. Tu vois, parfois tu tombes sur des types qui ont grandi dans des endroits qui sont très compliqués, qui ont une espèce de grinta, de niaque. Après, voilà, c'est un combat contre… tu dois gérer ta peur. Et c'est ça, si tu veux, la chose la plus exceptionnelle, c'est que comment tu passes, le matin, tu es à ton bureau, puis le week-end d'après, tu es sur un ring. Comment tu gères ta peur? Comment tu appréhendes l'événement? Comment tu te décomposes pas quand le rideau s'ouvre et que tu dois rentrer sur le ring? Comment tu affrontes le regard de l'autre? Tu sais, quand tu montes sur un ring et que tu as un type qui veut t'assassiner en face, comment tu fais? Et donc, comment tu fais? Tu fais comme tu peux déjà, mais comment tu fais? Tu relativises beaucoup, tu parles beaucoup, tu discutes beaucoup avec ton coach, avec les gens qui t'accompagnent, et tu relativises et tu te dis voilà, tu arrives à réduire cette peur. Enfin, en tout cas, moi je l'ai réduit en m'entraînant. Plus je m'entraîne, plus je me prépare, et mieux je suis préparé, moins j'ai peur. Et si je ne me prépare pas du tout, là j'aurais très peur, effectivement. Mais je pense que tu peux gérer cette variable-là en t'entraînant, en te préparant, en mangeant correctement, en étant discipliné. Et tu dirais que ça t'a apporté quoi jusqu'à maintenant? Parce qu'on voit, chaque fois que je parle avec des athlètes pros, ils ont ce côté, quand je monte sur un ring, c'est la meilleure des sensations, mais ils n'ont que ça. Toi, tu as l'avantage d'avoir la vie normale et aussi le côté box pro, donc ça, j'imagine que ça t'a transcendé quelque part. Ouais, ça te transcende. Écoute, je sais pas ce que ça peut apporter. Le fait de pouvoir faire les deux, c'est vrai que c'est une sensation qui est inoubliable. C'est vrai que quand tu montes sur un ring, qu'il y a un arbitre avec une chemise à nœud papillon qui parle même pas la même langue que toi d'ailleurs, qu'il y a un type qui te regarde en face, qu'il y a des gens qui hurlent, que tu vois même plus tellement tu es concentré dans ton truc, c'est une sensation incroyable. Tu te sens vraiment vivant, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc incroyable. Tu te sens vivant. En même temps, tu as peur. En même temps, mais c'est quelque chose qui vient à côté de la vie normale. Parce quand on fait du White Collar, on a une vie à côté, on a des amis. Il n'y a pas que la boxe aussi. Et on a un travail. Voilà. C'est quelque chose qui vient à côté. Et voilà, je trouve que c'est un plus. Voilà. Est-ce que tu suis la boxe
Ouais, en dehors du. Et Ouais. est-ce que justement par rapport à ça, il y a des mecs qui t'inspirent où tu te Ouais. dis je pourrais faire ça parce qu'il y a plein d'histoires en boxe de Ouais. gars qui commencent tardivement comme Ouais. toi, qui arrivent à renverser le champion et tout. Ouais, tu as. Moi, je suis la boxe, donc le parcours d'un Wilder, par exemple, Mhm. qui démarre la boxe à 20 ans, je crois, Ouais. pour soigner sa fille, et qui a plus de 40 combats, donc 41 40 par KO, enfin, c'est énorme. Donc, tu as des boxeurs qui démarrent sur le tard, qui font des carrières exceptionnelles. Donc, c'est ça aussi qui est dans le white collar, c'est que tu peux démarrer la boxe plus tardivement. Et c'est pas le cas chez les amateurs et chez Ouais, les pros. complètement. Ils commencent à boxer à 15-16 ans, peut-être avant des fois. Et là, c'est vrai que tu peux démarrer la boxe un peu plus tardivement. Si tu as fait du sport un peu toute ta vie, tu as toutes tes chances et tu peux accéder à ça. Après, s'il y a des boxeurs qui m'inspirent, ouais, il y en a plein. J'aime bien Michel Soro, Mhm. on en parlait tout à l'heure. J'aime bien donc Wilder, j'aime bien Ruiz, bizarrement, alors qu'il est un peu décrié, mais j'aime bien le côté C'est un peu. l'histoire ou le. C'est l'histoire. Mhm. Le type qui arrive, qui est grassouillet, qui est donné perdant et qui va retourner le truc, je trouve ça vraiment énorme. Donc ouais, tu t'intéresses à la boxe automatiquement et tu suis la boxe. Tu sais, quand tu en fais matin, midi et soir, du coup, Ouais. tu deviens accro et tu t'intéresses à tout, quoi. Est-ce que tu t'es retrouvé à implanter des choses que tu voyais dans des combats pro et dire ensuite à ton coach, ça serait bien de mettre ça? Ou est-ce que tu as un game plan? Est-ce que tu étudies aussi ton Ouais. adversaire? Ouais, alors tu étudies ton adversaire, c'est-à-dire que tu arrives, alors quand c'est possible, parce que c'est pas de la boxe pro, donc tu as très peu On d'images qui essaie de trouver circulent. des vidéos sur YouTube. Tu trouves des petites vidéos sur YouTube, tu te débrouilles pour trouver un mec qui connaît, qui peut t'envoyer des vidéos. Enfin, c'est un peu la débrouille si tu veux. Avoir des taupes dans les clubs. Voilà, Ouais. c'est vraiment la débrouille. Donc ouais, tu essaies de trouver des images. Tu as un game plan. Moi j'avais un game plan sur mon précédent combat. Ça s'est passé exactement comme on pensait que ça allait se passer Comme quoi, avec mon coach. super coach. Ouais. Autant de nobles, Ouais, on ne le dira jamais. Primo Cali, super coach. Et ouais, ça s'est passé comme ça, si tu veux. Mais bon, ça n'empêche, ça ne demeure que ça reste quand tu prends des coups. Ouais. Moi, si tu veux, c'est la première fois que je prenais des coups sans casque à pleine intensité. Ouais, bien Voilà, sûr. c'est la première fois. Et c'est vrai que sur les premiers coups que je prends, si tu veux, il y a les images, on peut voir sur les images. Sur les premiers coups que je prends, tu vois dans mes yeux, et les gens m'ont dit après, que je réalise qu'il se passe quelque chose, tu vois. C'est-à-dire que tu comprends qu'en fait, là, on rigole plus. On joue plus. On joue plus. Mhm. On joue plus, et le gars fait très mal, et, Ouais. et c'est très dangereux, quoi. Et c'est vrai, ce regard que j'ai eu à ce moment-là, ça te rappelle toute ta vie. Mhm. C'est vraiment effrayant. Ouais. Mais frère, mais il a surmonté donc tout ça pour prendre la ceinture. Et dernière question, c'est ce qu'on t'a déjà pour l'instant approché pour justement commencer à passer chez les pros ou au contraire, Non. tu vois Non, on en est très très loin, pas du tout. Non, moi, je te dis, il y a un trop gros écart entre le niveau white collar et le niveau professionnel. Donc, Est-ce que toi tu dis parce que t'es modeste, mais peut-être que tu vois, il y a des promoteurs qui disent ah, tiens, une petite pépite. Non, je pense qu'il faut faire preuve d'humilité et vraiment rester à sa place. Et puis il faut que ça reste un loisir aussi, tu sais. Et puis tu sais, quand tu es au cœur du système, Ouais. que tu connais un peu la boxe maintenant, tu vois la vie qu'ont les boxeurs, tu vois les sacrifices qu'ils font, tu vois leur santé qu'ils mettent Ouais, bien sûr. en jeu, en ouais, jeu quelque à chaque part, fois, et tu te dis non, c'est compliqué, quoi. Donc tu vois, faire quelques combats amateurs en France devant mes amis, c'est très bien, ça sera très bien. Eh ben super. 18 octobre, Pierre-Louis Merci Guillaume. and Steel. Soit.